Monsieur le procureur, vous poursuivez avec monsieur le témoin. Je vous remercie, monsieur le... pour rafraîchir la mémoire du témoin, nous en étions donc à la période de terreur ou de peur dont vous parliez, période qu'avaient vécu les Adjaraï. Oui. Et il était question pour nous que vous nous situiez un peu la période. Vous parlez donc, c'est à partir de 1987. Oui, 1987. Jusqu'en 89. Jusqu'en 89. Jusqu'en mars 89, date de votre arrestation. Bien sûr. Vous parlez de période de terreur, qu'il y avait des bruits de bottes partout. Ouais. Est-ce que vous avez senti que cette affaire concernait les plus hautes autorités de l'État? Monsieur le Président, je crois que la région où j'ai exercé ma fonction est à 170 km de la frontière soudanaise. Donc, effectivement, au niveau de cette zone, il y a des bruits de bottes parce que l'opposition qui était au Soudan, effectivement, faisait des incursions de temps en temps. Donc, chaque fois qu'il y a un combat, effectivement, nous, au niveau de la région, on a presque doigté, parce que c'est la peur, c'est tout. On a peur, il n'y a rien qui s'est passé, mais on a peur. Effectivement, il y a des bruits de bottes, et puis ce sont les... Parce que les chefs de guerre étaient Maldomba Abbas et puis Haroun Godi. Et ce sont des Adjaraï. Donc, nous, à chaque fois que c'est là, notre communauté est un peu inquiète. Parce que pour un oui ou pour un non, on peut vous conduire à la potence. Et à l'époque, est-ce que Khabré, l'accusé Khabré, qui était alors chef de l'État, était intervenu pour un peu, sur la situation en tout cas? Est-ce qu'il était intervenu, il avait fait des déclarations publiques ou bien des communiqués de presse? Est-ce que vous, étant chef de service à Abéché, vous avez un peu senti la présence ou l'implication du chef de l'État sur cette question des Adjaraï? Merci, Monsieur le Président. Je crois que je suis à la barre. C'est pour la manifestation de la vérité. Et je le dis à haute voix, à moins que M. Hissène Habré a perdu la commande. Il n'est pas possible que des citoyens, non seulement un seul citoyen, ou deux, ou trois, mais 20, ça sort de l'ordinaire. Ce n'est pas là la question. Oui, c'est ça, la question est très précise. Oui. Il vous demande, est-ce qu'à votre connaissance, M. Hissène Habré, président de la République du Tchad à l'époque, a pris des mesures vis-à-vis de cette situation? Jamais il ne l'a fait. Il n'a jamais manifesté, en une seule fois, parlé de massacre. Il est là. Et vous présumez qu'il était au courant de cela? Ah, bien sûr, il était. Ça m'étonnerait que M. Mamad Bidon, qui est une personne, peut-être ça pouvait passer, mais aller jusqu'au 20, s'il n'a pas reçu des ordres du supérieur, moi je ne crois pas qu'il ne va pas agir comme ça. Et c'est sûr qu'il a reçu des ordres de M. Hissène Habré. Et ça, je le confirme et je le reconfirme. Monsieur Ousmane Moussa, vous avez parlé de votre transfert à N'Djamena après votre arrestation à Abéché, arrestation ponctuée par on vous a relaxé, après on vous a repris. Oui. Mais vous n'êtes pas revenu sur les conditions de votre transfert. C'est par véhicule, par avion, comment ça s'est passé? Parce qu'entre Abéché et N'Djamena, ce n'est pas la porte d'à côté. Oui, j'ai bien dit dans ma déposition que c'était une voiture Land Cruiser de couleur blanche qui nous a amenés à N'Djamena. Nous étions 6. Bon, 5 avec moi, ça fait 6. Plus le chauffeur, le 2, donc ça fait 8. Et dans le véhicule, il y avait Mohamed Saker Bidon? Non, non, non. Mohamed Saker Bidon, lui, il est parti. Ah, ça, c'est après son départ. Je suis resté une semaine. Ils ont envoyé un véhicule Land Cruiser de couleur blanche. Et on m'a pris de ma maison pour dire qu'on m'amène à N'Djamena. On est parti au niveau de la DDS. 5 personnes étaient là. On a été embarqués.
Et on a continué jusqu'à N'Djamena. Et à votre arrivée à N'Djamena, j'avoue que j'apprécie beaucoup votre description parce que vous parvenez à fixer des images, à mon avis, saisissantes. Oui. Vous avez vu des gens qu'on torturait à N'Djamena? Non, non, non. Là, au niveau de N'Djamena, je n'ai pas vu, mais j'ai vu quand même des prisonniers qui étaient presque dépéris. Comment? Bon, ils étaient faibles, ils partaient tout le temps aux toilettes. Ça veut dire que quand quelqu'un va presque les 30 minutes aux toilettes, ça veut dire que il est atteint, il fait la diarrhée. Là, mais où est-ce que vous avez vu les gens qui avaient pratiquement la langue pendue des gens? Non, ça, j'étais là, on était dans la même cellule. Ok. Voilà. Vous êtes venu au camp des martyrs. Allô? Avez-vous séjourné à la prison des locaux, Metz? Non, 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 ça, je n'ai jamais été là. Vous n'avez jamais été là-bas? Je n'ai jamais été là. Parce que j'ai eu une liste des 2028-148 qui contient un peu la liste des détenus. Et vous avez le numéro 273, il est marqué Othman Moussa, Metz STTE. Peut-être, c'est pas vous. Vous avez fait quel centre de détention à N'Djamena? Pardon? Vous avez fait quel centre de détention? Oui. Bon, je vous ai dit quand j'étais arrivé à N'Djamena, d'abord, dans un premier temps, nous avons fait une escale. La première escale, c'est la concession d'un de mes donc, son épouse est là ici, Madame Issa Dardoké. Donc, de là, moi, je pensais que j'étais libéré. Ils ont dit non, il faut qu'on parte à la documentation. Ils rendent compte à leur chef avant de me déposer à la maison. On est arrivé à la documentation. Si vous avez vu la documentation, en entrant... Non, monsieur Othman Moussa, oui. Soyez précis. Vous avez fait quel centre de détention à N'Djamena? Je vous ai dit que j'ai fait une semaine à la DDS, à la documentation, et puis le reste de ce jour, c'est au camp des martyrs. Quelles étaient les conditions de détention au camp des martyrs? Les conditions de détention au camp des martyrs, quand j'étais arrivé, on nous enfermait à 18 h. Et à 6 h du matin, on nous ouvrait les portes, on restait dans la cour. Donc, chaque jour, on nous ouvre à 6 h et à 18 h, on nous enferme. Donc, en ce qui concerne l'alimentation, je vous l'ai dit déjà, quand j'étais arrivé, j'avais trouvé un de mes amis, Youssou Ngaba, qui était là. Des conditions de détention, elles étaient difficiles. Elle était difficile. Et même votre ami... Pardon? Je disais, votre ami Youssouf Ngaba, oui. Vous avez indiqué camp des martyrs. Il vous a... Vous avez donc trouvé votre ami Youssouf Ngaba, oui, au camp des martyrs. Oui. À l'heure du repas, on vous a servi un repas. Oui. Youssouf Ngaba vous a défendu, et là, avec insistance, oui, de ne pas manger ce plat. C'est bien cela, Monsieur le Président. Vous a-t-il indiqué les raisons, parce que vous n'avez pas parlé de ces raisons ici? Bon, les raisons, elles sont simples. Parce que quand vous voyez même l'état de ce qu'on a produit, franchement dit, en tant qu'humain, vous n'allez pas accepter. Parce que moi, personnellement, j'ai touché un peu, ça sentait de la poudre, ça sentait du truc. Bon, et moi, comme il m'a dit, puisqu'il était là depuis un bon bout de temps, il m'a dit de se servir de ce qu'il a là, que je mange ça et puis je boive de l'eau. Donc ça veut dire que les conditions de vie dans cette cellule, c'est presque un calvaire. Les gens ne mangent pas, puisque c'est à 17 h qu'ils viennent. Donc si vous mangez maintenant, à 17 h,
Demain à 17h, avec la même quantité, imaginez une personne, comment elle peut vivre sur ces rythmes. Votre condition, votre libération, vous en avez parlé comme si c'était un hasard. Mohamed Saker Bidon qui arrive, vous qui sortiez le portail, vous alliez au niveau du portail parce que vous aviez une diarrhée, et subitement il vous dit, jeune homme, vous avez la chance. Mais apparemment, ce n'est pas un hasard. Saker Bidon venait vous chercher. Ça, je ne sais pas. Moi, quand je partais aux toilettes, parce que j'étais atteint de la diarrhée, je courais pour aller aux toilettes, j'ai entendu la porte, ils ouvraient les cadenas de la porte de prison. Et la première personne qui était entrée, c'est Mohamed Bidon. Donc, quand il m'avait dit, jeune homme, vous avez la chance, sortez. Donc, la diarrhée qui était la même, ça s'est stoppé. Voilà. Donc, c'est ça les conditions. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parfaitement répondu à ma question. Merci. Saker Bidon vous embarque dans son véhicule. Oui. Un peu aussi, vous avez dit que c'était un véhicule très bien entretenu. Bien sûr. Il écoutait tranquillement sa musique, Rochero pour ne pas le préciser. Tout à l'aise. Et subitement, vous allez dans un local où vous trouvez le directeur général des postes et télécommunications. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois qu'il faut éviter un peu le terme. Quand vous dites subitement, comme si c'était brusque, non. J'ai passé une nuit, 2 nuits là, et puis je ne sais pas si effectivement M. Mohamed Bidon avait convoqué mon directeur général, mais quand on m'a fait introduire dans son bureau, effectivement, j'ai trouvé mon directeur général avec 2 de ses collègues. Ça, c'est clair. Manifestement, vous pouvez peut-être me dire le contraire. Votre libération, il a fallu l'intervention de plus hautes autorités des postes de télécommunications du Tchad. Ça, il n'y a que le seul Dieu qui le connaît. Moi, personnellement, je sais que j'ai de bons rapports avec tout le monde. C'est fort possible qu'il y ait des interventions à l'extérieur, mais je sais, à mon âme et conscience, il m'a libéré. Et votre directeur était là? Oui, mon directeur est là, c'est M. Khalil Dabzak. Avec d'autres collègues? Avec d'autres collègues. Voilà, Monsieur Ousmane Moussa, oui. Vous êtes président d'une association? Effectivement. De quelle association? La cellule de réseau des ADH affiliée la cellule des victimes des crimes de Sénabré affiliée au réseau des ADH. Réseau? Des ADH qui est constitué comme partie civile. D'accord. Vous en êtes le président? Oui, je suis le président de la cellule. Je vois que bon, c'est véritablement saisissant. Alors que les chambres venaient d'être installées le 8 mars 2013, la première plainte qu'on a enregistrée, c'est votre plainte. Effectivement. Le 25 mars 2013. Oui. Vous aviez à l'époque déposé une liste contenant beaucoup de personnes, oui, supposées être victimes directes, oui, victimes indirectes. Oui. Ces personnes étaient-elles uniquement des Adjaraï ou bien des Tchadiens de tous bords? Monsieur le Président, quand on crée une association, ce n'est pas pour gérer seulement une seule ethnie. Parce qu'au temps du règne de M. Sénabré, toutes les ethnies sont concernées, y compris son ethnie. C'est clair, Monsieur le Président? Y compris son ethnie. Êtes-vous affirmatif? Bien sûr. Parce je connais des gens du Bédou. Les Goran à Nakaza passaient pour être les gens du régime. Bon, là, dire Goran à Nakaza, ça, moi, je ne connais pas. Je sais que c'est Goran, c'est tout. Vous pouvez citer des Gorans qui ont été victimes du régime? Non, je ne peux pas les citer. Donc, dernière question, si vous permettez, Président. Quelle est votre quête de justice? Parce que j'ai remarqué votre engagement depuis l'installation des chambres, votre engagement pour les membres de votre association. Quelle est véritablement la raison profonde de votre engagement pour que ce procès ait lieu? Monsieur le Président, moi je crois que je suis un Tchadien.
Et je suis une victime. Et j'ai vu des choses palpables. Des gens qui ont été effectivement arrêtés et qui ne sont plus. Donc, pour ma part, en tant que président de cette association, je l'ai créée, c'est dans le but de faire jaillir la manifestation de la vérité, qu'effectivement, on a subi des exactions. Et que nous voudrions simplement qu'on reconnaisse les services que nous avons eus. Donc c'était la raison profonde, c'est pour la manifestation de la vérité et que la vérité jaillisse dans le bon sens, qu'effectivement, qu'ils reconnaissent effectivement que nous sommes des victimes. Je vous remercie, M. Ousmane Moussa. Merci, monsieur. Bien, le parquet en a terminé, Monsieur le Président. Merci. Bien, merci, Monsieur le PG. Le Conseil des parties civiles dispose de la parole pour interroger M. Othman. Pardon? Je ne vous ai pas saisi. Monsieur Othman, vous allez vous prêter aux questions des conseils des parties civiles. Ok. Merci, Monsieur le Président. J'ai 3 questions à poser seulement. Une à propos du récit de Monsieur. Il est donc bien clair, et Monsieur le Procureur général l'a relevé, que dans son interrogatoire, quand il dit qu'il était arrêté en 1987, c'est une erreur, c'est sans doute une phrase qui a sauté par rapport à un autre procès-verbal. Hein, j'étais interpellé le 15/8/87, le jour de la fête du Tabaski, par un certain Bang, ça ne le concerne pas. Donc, vous êtes arrêté, c'est ma deuxième question, vous êtes arrêté en 1989 et vous avez expliqué que vous avez vu tout d'un coup, vous avez vu arriver le fameux bidon. Quand il arrive, c'est comme si c'était, soyons pas injurieux, mais c'était comme si c'était le Fils de Dieu, l'envoyé de Hissène Habré, c'était comme si c'était le personnage important qui descendait sur votre ville et qui allait faire la loi. Il était tout-puissant, il régnait, il avait des allures fières, il se promenait comment, il était en habit militaire, il était... Bon, Monsieur le Président, moi personnellement, je ne l'ai pas vu dans sa tenue quand il était arrivé, mais effectivement, quand il arrivait, c'est la manière dans laquelle les militaires réagissaient, parce que c'est des militaires bien armés et les dispositions qui sont prises comme si c'était un va-t-en-guerre. Donc, si vous voulez, j'emprunte votre terme, c'est le bon petit Dieu, parce qu'il a la clé de la vie des autres. Vous dites que quand il est arrivé, on a commencé à arrêter toute une série de gens parce qu'ils étaient à Adjaraï. Vous n'avez pas pu chiffrer, j'imagine, mais vous avez cité 19 personnes. À votre connaissance, à ce moment-là, combien environ d'Adjaraï avaient-ils été arrêtés parce qu'ils étaient à Adjaraï dans votre ville? Non, rectifiez votre calcul parce que ça fait 17 plus 3, je crois que ça fait 20 sur ce que j'ai fait ressortir. Oui. Et ensuite, la question c'était par rapport à... Donc, combien, à votre avis, puisque vous avez à un moment donné une phrase qui disait « ils étaient tous arrêtés parce qu'ils étaient à Adjaraï », à votre estime, à cette époque-là, quand vous avez été arrêté, quand d'autres ont été arrêtés, à combien se portaient les arrestations? Non, là, je voulais citer, sur la liste que j'avais effectivement appelée, ils étaient 17, et plus les 3, c'est-à-dire l'adjudant Abra Suleiman, Daoud Abdoulaye et Issa Moussa, donc 17 plus 3, c'est bien 20. Dans votre déclaration, il y a aussi, au moment où vous faites le trajet vers Djamena, à un moment donné, on vous pose la question, vous avez dit que vous avez fait le voyage avec une femme prisonnière, vous l'appelez la prisonnière.
Vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, je crois que c'est la transcription qui est mauvaise. J'ai dit bien 5 éléments de CEDER, plus moi, plus les 2 convoyeurs, le chauffeur et le convoyeur. Ça fait 8 personnes. Donc c'est la transcription. C'est d'autres prisonniers? Non, ce ne sont pas bons. Moi, personnellement, ce sont des éléments de CEDER qui sont venus du Soudan pour se rallier. On leur a demandé à chacun leur a demandé de les transférer en N'Djamena. Donc c'est tout ce que je sais. À la fin, on s'est retrouvés dans une même cellule au camp de Martyrs. C'est ça. Mais ce n'étaient pas des prisonniers, c'est une faute de frappe. Oui, c'est une faute de frappe. D'accord. Mais ils étaient emprisonnés avec nous. Donc je considère que c'est la loi. Peut-être quand tu viens là, il faudrait absolument passer par là. La dernière question que je vous poserai, c'est à propos des prisons que vous avez pu voir. Vous avez fait donc la DDS à Abéché, vous avez fait le camp à N'Djamena, le camp des Martyrs. Vous avez été un jour, enfin une nuit et demie, à la BSIR. C'est sordide, hein, mais si on devait donner des étoiles de l'horreur, quelles seront ou quelles seraient les plus pénibles et d'après vous, quelles étaient celles qui étaient encore un peu plus confortables? Je crois qu'au cas de Martyrs, je m'excuse du terme, c'est franchement dit déplorable. Donc ça, vraiment, si vous venez au camp de Martyrs, si vous avez une chance de sortir, c'est une bonne chose. Mais sinon, plusieurs ont péri comme ça. Et la DDS à Abéché? Non, la DDS à Abéché, ils ont simplement, moi qui suis enfermé, comme on m'a pris comme un politicien, on m'a enfermé seul dans la cellule. Sinon, c'est un bâtiment qui comporte 3 ou 4 chambres. Et ils ont un petit espace. Donc, en ce qui concerne l'alimentation, c'est la famille qui apporte. Donc, les conditions sont acceptables. Et alors, une question qui n'en est peut-être plus une, parce que la réponse est toujours la même. Vous avez vu un juge, vous avez eu un procureur pendant votre détention. Vous êtes quand même resté plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a eu un juge, un procureur, une manière de pouvoir se plaindre des traitements? À Abéché ou bien à Abéché, camp des Martyrs Non, personnellement, je n'ai vu aucun juge parce que en N'Djamena, je n'ai jamais été interrogé à part les interrogatoires que j'ai eu en N'Djamena, à Abéché. Donc il n'y a aucun juge, il n'y a rien du tout. Vous êtes président, je termine par là, vous êtes président d'une association. Je précise directement que je ne suis pas votre conseil, mais j'aurais tout de même voulu savoir, en tant que président d'une association qui avait souffert dans votre chair, qu'est-ce que vous attendez de votre déposition? Est-ce que vous n'attendez pas à un moment donné que M. Habré vous dise quelque chose? Qu'est-ce que vous attendez de lui, au fond, maintenant, de ce procès? Monsieur le Président, l'option claire de M. Hissène Habré, ce n'est pas de parler. Donc, nous, étant des victimes, on s'est déplacé du Tchad pour venir à Dakar ici. Et c'est juste pour faire ressortir la manifestation de la vérité. Donc, qu'ils répondent ou qu'ils ne répondent pas, les faits sont là. Et c'est clair. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Othman. Bonjour, maître. Vous avez eu à parler dans votre déposition du survivant, Monsieur Hassanaï Mamat, oui, qui par la suite est décédé. Qu'est-ce que Monsieur Hassanaï vous a dit avant qu'il ne décède? Monsieur le Président, lorsque j'ai été libéré, j'étais resté à N'Djamena, comme Hassanaï aussi était à N'Djamena. Donc, comme on ne s'est jamais retrouvé, j'ai cherché son domicile, je suis parti le trouver. Il m'a présenté ses compassions, comme moi aussi je l'ai fait. Et puis il dit qu'il avait appris effectivement que j'étais arrêté avec les autres, il les connaissait également. Et lui-même, il m'a dit qu'il ne veut pas raconter ça, mais vraiment, c'est le bon Dieu qui l'a sauvé. Donc, il n'a pas voulu s'attarder sur les conditions dans lesquelles il avait vécu, parce qu'il ne pouvait pas supporter cela.
Maître, une précision. Oui. C'est à quel moment vous avez rencontré cette victime? Est-ce que c'est pendant que vous avez créé votre association ou est-ce que c'est après? C'est après. Après avoir créé votre association que vous êtes parti lui rendre visite? Non, 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 c'était avant que je ne crée cette association que je suis parti lui rendre visite. Okay. C'était en quelle année? C'était autour de 2007. Je ne me rappelle pas exactement de la date, mais c'est en 2007. Donc, si je comprends bien, M. Hassanet vous a quand même dit ce qu'il a vécu, c'est-à-dire il a reçu quand même des balles, parce que quand vous avez dit il a fait le mort, ça veut dire quoi? Expliquez un peu à la cour. Il a fait le mort, on les a tous amenés pour être exécutés. Tous, vous avez dit, mais lui, il s'en est sorti parce qu'il a fait le mort. Il a fait comment? Bon, dire faire comment, ça, il ne me l'a pas dit. Mais quand vous les trouvez, vous voyez même les blessures. Les blessures qu'il a eues, parce que ça tape ici, là où ils lui ont tiré la balle, c'est toujours un peu creux. Donc, ça se voit clairement qu'il a reçu des balles. Donc, il vous a dit que tous les autres étaient exécutés, ils étaient tous morts. C'est bien cela. Et donc, vous avez eu à vérifier, parce que vous connaissez bien ces personnes, vous avez vérifié dans leur famille que ces personnes ne sont plus jamais revenues. Bien sûr, Monsieur le Président, toutes les personnes que j'ai citées, je les connais un à un. Et j'ai effectivement dit dans ma déposition le nombre des enfants qu'ils avaient en ce moment. Donc, c'était clair des personnes que je connais très bien. Je leur rends visite, je les connais un à un. Et ça, je persiste. Vous avez aussi eu à dire, bon, si je comprends bien, c'est que vous étiez d'abord appelé par un agent de la DDS, M. Ban, Oui. au niveau du bureau de la DDS, Oui, pour dire qu'on vous cherchait. Vous êtes allé, oui, et après on vous dit, le chef qui dit non, on n'a pas besoin de vous, vous êtes reparti à la maison, oui, si je comprends bien. c'est bien cela même. Voilà. La deuxième fois maintenant, c'est que ce monsieur, vous avez eu un courrier qui est venu d'où vous ne savez, qui avait été écrit par un certain monsieur qui n'a pas signé et qui dit que vous remerciez, ou bien c'est les opposants qui vous remercient de leur avoir envoyé 10 millions. Oui, c'est bien cela. Et c'est un écrit anonyme qui a été glissé par un agent de la DDS. C'est bien cela. Et donc, si je comprends bien, c'est que vous êtes allé chez le préfet et finalement, il était question que c'est un truc monté par un agent de la DDS. C'est bien cela. Voilà. Donc, finalement, vous étiez reparti à la maison. C'est bien cela. La troisième fois, si je comprends bien encore, c'est que vous avez été encore interpellé. Cette fois-ci, c'est que parce que vous étiez absent lors d'une réunion qui a été convoquée par le préfet, n'est-ce pas? Non, j'ai bien dit ça. J'ai Oui. bien expliqué dans ma déposition. Oui. C'est que il s'agit, c'est au mois de janvier, le préfet, M. Maïdé Angata, a fait une note circulaire invitant tous les chefs de service à se présenter à Adré pour faire le bilan de l'année écoulée. Donc, le commissaire de la DDS, M. Zéné, également était parti à Adré. Mais peut-être qu'il avait constaté au sein de ceux qui sont arrivés, je n'étais pas là, il a rebroussé chemin et à 4 heures du matin, il est venu effectivement frapper à ma porte pour me dire qu'il a reçu un mandat d'arrêt et qu'il m'intègre à la cellule. OK. Donc, malgré le fait que vous êtes excusé auprès du préfet, qui à mon avis était le chef, n'est-ce pas? Vous êtes excusé, l'agent de la DDS, M. Zéni, allait vous arrêter. C'est bien cela, parce que c'est bien cela. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il était le tout-puissant, plus que même le préfet. Alors, si on continue, c'est que quand vous étiez arrivé, quand on vous a amené à la DDS N'Djamena, on vous disait qu'on vous libérait, non? N'est-ce pas?
Pardon? On vous a dit, quand ils sont venus vous chercher, Oui. on vous a dit qu'il faudrait qu'on vous amène à N'Djamena, et c'est seulement à N'Djamena qu'on va vous libérer, n'est-ce pas? Quand on devait vous amener à la DDS, Oui. à N'Djamena. Oui. C'est ce qu'on vous a fait croire. C'est bien cela, maître, parce qu'il faudrait vous donner quelques éclaircissements. Effectivement, quand quand j'ai eu l'audition de maître Mamad Bidon, il m'a dit qu'il m'a libéré. Et moi, je pensais que c'était une libération définitive. On m'a maintenu pendant presque une semaine. J'ai réagi. Et le commissaire de la DDS m'a dit de regagner la famille. J'étais resté une semaine avec ma famille. Et après une semaine, il y a un véhicule de couleur blanche, une Land Cruiser, qui est venu. Il nous a cherchés avec les 4 combattants de la CEDER, les 5 combattants de CEDER, plus le chef de bord, plus le chauffeur. On s'est mis en direction de N'Djamena. Donc voilà ce que moi j'ai dit. Donc, si je comprends bien, c'est que il faudrait qu'on vous amène à N'Djamena, et c'est seulement à N'Djamena qu'on va vous libérer définitivement. Bon, donc comme ils sont venus me chercher, moi je ne sais pas qui a reçu cet ordre, mais ils sont venus me chercher pour dire qu'on m'amène à N'Djamena. Pour moi, je tenais à ce que ce qu'on m'a dit, c'est qu'on va me libérer. Je suis libéré, c'est peut-être qu'ils vont aller me libérer à N'Djamena. Donc c'est tout ce que je sais. Ok, donc je comprends bien. Et vous avez aussi souligné que les gens avec qui vous étiez détenus, Abbas Suleiman, Daoud Abdoulaye, Issa Moussa, étaient tous exécutés eux aussi. Bien sûr. Puisque, comment vous arrivez à expliquer cela? Non, de toutes les manières, leurs familles sont là. Dès que j'ai été libéré, j'ai été rendre visite, puisque leur famille était à N'Djamena. J'étais parti leur rendre visite. Ces personnes n'étaient pas là. Donc, merci. J'en ai fini, Monsieur le Président. Merci. J'ai juste quelques questions à lui poser. Monsieur Oudman, merci Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur Oudman. Bonsoir. Dans votre récit tout à l'heure, dans votre déposition, vous nous avez parlé de 3 autres personnes qui avaient été torturées. Oui. Et elles avaient la langue pendue. C'était où? C'était à Abéché ou à N'Djamena? Bon, en ce qui concerne les 3 personnes dont je disais ils étaient les mains liées, etc., je ne sais pas d'où ils venaient, mais tout ce que j'ai vu des personnes qui avaient les mains liées, on les a introduits dans la cellule. Moi également, ils sont venus m'introduire. Donc au niveau de la DDS, là où je suis, ils n'ont pas été torturés, mais ils viennent certainement d'ailleurs, donc je ne connais pas leur lieu, mais ce qui est vrai, j'ai vu, j'ai constaté, j'ai touché même leur plaie. C'était où? C'était dans la cellule à Abéché. À Abéché, oui. Parce que ce n'était pas très clair à mon niveau. Oui. Vous ne les avez pas revus, ces personnes-là, après, non? Non, je ne les ai plus revus. J'étais parti rendre condoléances à leur famille, à N'Djamena. Vous êtes parti rendre compte, pourquoi? Pour leur Pardon? dire quoi? Vous dites que vous êtes parti rendre compte à leur famille. Non, rendre condoléances. Parce que là, comment vous saviez qu'elles étaient mortes, qu'elles étaient décédées? Non, mais ils n'étaient pas à la maison. Ils n'étaient pas à la maison, c'est qu'ils sont morts. Et ça, c'est une réalité pour tout le monde. Tout le monde connaît qu'ils sont morts. Vous avez dit aussi tout à l'heure, lors de votre audition à Abéché, oui. Mohamed Bidon était venu et a ordonné votre libération. Vous êtes resté 6 jours. Oui. Et comment vous expliquez cela? Qu'il ait donné l'ordre de vous faire libérer et que vous êtes retenu quand même à la DDS pendant 6 jours? Bon, moi, tout ce que je sais, quand il m'a interrogé, après les interrogatoires, après avoir entendu tous les autres, on m'a réintroduit encore avec lui, et il m'a dit, jeune homme, je vous libère, vos frères qui sont là, je vais les amener à N'Djamena pour les libérer. Donc voilà ce que lui il m'a dit. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, je vous avais répondu. Merci beaucoup. Merci.
peut-être que vous ne savez pas. Et Mohamed Bidon, il écumait quand même tout le pays parce que très souvent, il était à l'est, il était au sud. Comment vous expliquez cela? Pour aller ramasser, comme vous avez dit tout à l'heure dans votre déposition, pour ramasser les gens. Comment vous expliquez cela? Pourquoi? Pourquoi lui? Bon, Monsieur le Président, à cette question, je ne peux donner la réponse que seulement peut-être que lui, il est la seule personne, comme il commande la BICIR, c'est le bras armé de la DDS, donc c'est la seule personne à qui on lui confie de telles missions. Donc, lui personnellement, il est au sud, il est au nord, il est à l'est, il est à l'ouest, et il exécute les gens. Voilà la réalité. Vous avez fait le voyage de Abéché à N'Djamena avec 5 combattants CDR. Oui, maître. Vous les avez revus au camp des martyrs. Qu'est-ce que sont devenues ces personnes-là? Franchement dit, je ne sais pas. Il y a un monsieur qui est venu, d'ailleurs je ne l'ai pas vu. Il est venu, il les a interpellés, il les a appelés, je ne connaissais pas leur nom. Ils sont sortis depuis ce jour, je ne les ai pas vus. C'était quelle heure? C'est le jour, c'est la nuit quand on les a Non, c'était en interpellés? pleine journée, en pleine journée. En pleine journée. Ouais. À part ces personnes dont vous avez parlé dans votre déposition, Oui. des Adjaraï qui ont été arrêtés, que vous avez vus à la DDS à Béché et que vous avez retrouvés aussi. Connaissez-vous d'autres parents? Avez-vous d'autres amis, d'autres parents Adjaraï qui ont été arrêtés? Je vous ai dit, mon grand frère même, de même père, même mère, il a été exécuté. Donc c'est largement suffisant pour dire que c'est un parent. Non, je parlais en fait du nombre, parce que à part ces personnes-là, est-ce qu'il y a eu un grand nombre de personnes qui ont été arrêtées à la même période, à la même époque, en tant qu'Adjaraï? Monsieur le Président, moi j'ai été arrêté à Béché. Et j'ai également entendu que des gens en N'Djamena, effectivement, la preuve c'est que mon grand frère aussi faisait partie de ces personnes. Il y a eu des arrestations. Et c'est une arrestation réelle et ces personnes n'ont jamais apparu. Je vous remercie, Jean-Yves. Merci vous, maître. Plus d'intervention au niveau des avocats des parties civiles. Bien. Maintenant, M. Othman, vous allez vous prêter aux questions de la défense qui a été commise pour soigner les intérêts de M. Hissène Habré. Maître de la Défense. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Bonjour, Monsieur Othman Moussa. Bonjour, Maître Mounir. Voilà, j'ai quelques questions à vous poser, Monsieur Othman Moussa. Je suis disposé à vous répondre. Je vous remercie. C'est surtout pour apporter peut-être un peu plus de lumière. C'est pour cette raison que je suis à la barre. D'accord. J'ai relevé tout à l'heure dans une des réponses que vous faisiez à l'un des conseils de la partie civile, vous avez déclaré ceci, que M. Saker, alias Bidon, avait la clé de la vie des autres. Vous confirmez cela? Je confirme bien. D'accord. Donc, autrement dit, est-il exact de dire que il avait droit de vie et de mort sur les autres? Puisque là où il passe, il y a eu des exécutions. Donc je suppose qu'il a reçu les ordres de ses supérieurs. Et dès qu'il arrive, ça m'étonnerait que lui seul il puisse décider de massacrer 10-20 personnes. Donc c'est qu'il a reçu des ordres, on lui a confié une mission et il doit l'exécuter. Et il a fait l'exécution. Et donc ça, c'est bien que vous précisiez ça. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il aurait reçu des ordres dans ce sens, puisque vous dites qu'il a la clé? C'est lui qui a la clé. Ouais. Monsieur le Président. Donc c'est quelqu'un qui lui envoie la clé?
Monsieur le Président, il ne faut pas détourner au sens figuré des termes. Non, non, on va parler au sens propre. Prie. Merci. Donc, je l'ai dit bien, que M. Mamad Bidon, quand il arrive dans une localité, c'est sûr qu'il a eu des consignes de ses supérieurs, et quand il prend les gens, ces gens ne retournent plus. Et c'est clair, M. Mounir. D'accord. Et qui sont ces supérieurs? Vous avez une idée? Demandez à votre client. M. Abré est là. M. Abré n'est pas mon client. M. Abré est un accusé que je défends. La nuance est grande. Je ne vais pas vous faire... C'est à vous que je pose la question. Avez-vous, puisque c'est vous qui évoquez cela, donc, avez-vous une idée de la personne qui serait au-dessus de lui et qui lui donnerait ces ordres-là? Monsieur le Président, vous étiez là quand les autres experts étaient passés. Vous étiez présent pour voir le système, l'organigramme de la DDES. Il a été bien expliqué que c'est rattaché directement au Président de la République. Et ça m'aurait étonné que M. Mamad Bidon prenne la décision d'exécuter 20 personnes et le Président de la République est là, il ne lève même pas un seul doigt. C'est un consentement, à prendre ou à laisser. Donc, dois-je en tirer la conclusion que vous déclarez à la barre de cette cour que c'est Monsieur le Président Hissène Habré qui lui donnait ces ordres-là? Je le confirme et reconfirme. D'accord. Et qu'est-ce qui vous le fait dire? Est-ce que vous avez une preuve quelconque, un commencement de preuve, par écrit, par... Mais monsieur, on vous a... vous m'excusez, Monsieur le Président, tout a été dit... Est-ce qu'on vous a montré un document, autrement dit, qui le prouverait? Est-ce qu'on vous a dit, tenez, Monsieur Othman Moussa? Dès que vous avez posé la question, je pense que le client est en train d'essayer de répondre. Est-ce que vous pouvez le laisser terminer? Bien sûr. Si d'aventure vous devez revenir, vous Avec plaisir, Monsieur le Président. Excusez-moi, Monsieur Othman Moussa. Excusez-moi. Merci, Maître Mounir. Donc, vous pouvez me reprendre la question parce que j'ai perdu le fil. Oui, je disais, est-ce que vous avez un début de preuve, quelque chose, un début d'écrit? Est-ce qu'on vous aurait montré un quelconque document qui attesterait que c'est bien Monsieur le Président Hissène Habré qui donnait des instructions à Monsieur Saker, alias Bidon, on va l'appeler comme ça, on ne va pas dire ce machin. Bon, Monsieur le Président, je crois que Maître Mounir est un Sénégalais. Ça m'étonnerait que M. Macky Sall, en tant que président de la République, un monsieur prend une voiture, il arrive dans une localité et il l'exécute. Étiez-vous une seule fois présent, physiquement, et vous avez entendu de la bouche de Monsieur le Président Hissène Habré donner ce type d'ordre à Monsieur Saker, alias Bidon? Je n'ai pas besoin d'écouter ce que M. Hissène Habré a dit, ou qu'il lui a dit. Ce sont des consignes, et si M. Bidon se trouve au-dessus de M. Hissène Habré, c'est à lui de nous définir ça. D'accord. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu léger votre façon d'accuser comme ça les gens? Je n'accuse pas les gens. J'ai vécu et les faits sont réels. Est-ce que vous pensez que les faits que vous avez vécus vous permettent et vous autorisent à affirmer, à confirmer et à reconfirmer, je ne fais que prendre vos expressions, que M. Saker, alias Bidon, recevait les instructions d'exécution de M. le Président de la République à l'époque du Tchad, de M. Habré? Mais M. Habré, il est le Président de la République, à moins qu'il ait perdu la commande. La commande de quoi? L'appareil de l'État. Parce qu'un individu qui se déplace dans tous les coins, il exécute des gens et personne n'y lève un doigt. En tant que Président de la République, à moins qu'il ait le mépris de ses concitoyens. Vous connaissiez à l'époque le climat qui régnait? Quel genre de climat? D'insurrection permanente, le chaos, la rébellion de toutes parts, du sud, de l'est. Vous pensez...
Ces arguments sont assez solides pour qu'ils puissent exécuter tout le monde. Est-ce que, pour déclarer ce que vous dites là, est-ce que pour accuser comme ça ouvertement le président de la République de l'époque, vous ne vous placez pas un peu dans un contexte normal d'un État qui vit paisiblement, dont tous les rouages de l'administration fonctionnent parfaitement? Est-ce que ce n'est pas un peu ça qui vous fait penser à, vous savez, un peu comme les grandes démocraties, rodées, bien huilées? Bon, vous voulez une réponse à cette question? Moi, je vous dis simplement que M. Hissène Habré est le président de la République. Et qu'il est responsable de tout. Il est responsable de tout. La première personne à être responsable, c'est M. Hissène Habré. D'accord. Donc pour vous, à partir du moment où M. Hissène Habré était le président de la République de l'époque, il était responsable de tout ce qui pouvait arriver au Tchad. Et vous en tirez la conclusion que c'est lui qui donnait les instructions pour exécuter les gens. Je vous le confirme. Ce sont ses concitoyens. Il est le chef de l'État. Des gens qui disparaissent. Non, je parle de vous. Je ne parle pas de ses concitoyens pour le moment. Oui. Je parle de vous. Votre sentiment à vous, c'est vous qu'on interroge, ce n'est pas ses concitoyens. Mais monsieur, je suis une victime et je réponds par rapport à la question que vous m'avez posée. Vous répondez pour vous. C'est à vous que je pose la question. C'est ce que je veux dire. Donc, soyez précis dans la question. Mais je suis précis. Oui, et reprenez. Donc, je reprends. Oui. Donc, selon vous, le fait que M. Hissène Habré ait été à l'époque le président de la République du Tchad fait de lui qu'il était responsable de tout ce qui pouvait arriver au Tchad à l'époque. Bien sûr. D'accord. Je le confirme. Voilà. Vous êtes président d'une association de défense de victimes et de droits humains, etc. Vous avez lu, je crois, Non, je vous pose la question, je n'ai rien lu. Moi, je suis le président d'une cellule affiliée au réseau des Adèches. C'est ce que je veux savoir. Vous avez créé votre association quand? En 2010. En 2010. D'accord. Alors, si je comprends bien, il s'était passé 20 ans. Bien sûr. Avant que vous n'ayez un peu plus, je pourrais même dire 22 ans, sans me tromper. Bien sûr. C'est 22 ans après que vous vous êtes senti ce désir de créer une association de défense des droits de l'homme ou des victimes? Moi, je crois bien, pour créer une association, on n'a pas besoin de déterminer la date. À tout moment, à partir du moment que je suis une victime et que j'ai le désir de créer une association, je consulte, je trouve des adhérents. Alors, on va faire simple. Pourquoi n'avez pas eu, vous, pourquoi ce sentiment ne s'est pas manifesté en vous? Je ne vais pas dire même du temps où, juste après, quand vous avez été relâché, en 88, on peut comprendre que peut-être encore c'était trop frais, mais à l'avènement de la 4e République, en 91, 92, 93, 94, 95, pourquoi vous n'avez pas ressenti ce besoin? Vous avez attendu 2010. Monsieur le Président, moi, si je dis quelque chose, c'est que je vais le reconfirmer. Moi, j'ai été victime. Avant que toutes ces associations ne soient créées, Souleymane Gengan est là. C'est un promotionnaire du collège évangélique. Il m'a demandé, il faut qu'on crée une association. D'accord. Gengan. Ouais. D'accord. C'est bien, on va en venir. C'est ça, je vous écoute. Alors, d'ailleurs, j'allais vous poser la question. Vous m'avez interrompu, donc excusez-moi. Je ne sais pas si ma réponse vous donne satisfaction. Non, allez-y. Donc, M. Gengan s'est rapproché de vous. Oui, je n'avais pas fini, vous m'avez coupé. Je vous écoute. Voilà. Excusez-moi de vous avoir interrompu. M. Gengan, M. Souleymane Gengan, nous sommes promotionnaires, on était au collège évangélique ensemble. Et la première fois qu'on s'était retrouvés, c'est au niveau du rond-point de CBLT. Il m'a posé la question, il faut qu'on crée une association. Moi, dans ma famille, nous sommes 3. Une fille et 2 garçons. Mon père, il est décédé. Le seul garçon qui lui restait, c'était moi. Et imaginez, en ce moment précis, j'ai la peur au ventre, je l'ai dit clairement. J'ai dit même à M. Gengan, moi franchement dit, même ma maman n'a pas accepté.
que je sois dans une association, elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. Et c'est jusqu'après sa mort que moi je suis allé j'ai créé une association. Donc, feu votre maman, paix à son âme, est décédée en quelle année? Elle est décédée en 1999. 1999. Ouais. Et donc, vous avez créé l'association En 2000, 11 ans après le décès. 11 ans après, oui. D'accord. Et cette rencontre avec M. Guenguen, c'était en quelle année? Bon, c'est juste à la sortie de décembre, je crois que c'est en 83 ou quelque chose. 80? Je ne me rappelle pas exactement de la date, donc je ne peux pas confirmer la date si je la connais. J'ai entendu 83, ça ne peut pas être 83, non? J'ai dit ça doit être 83, 84, je ne sais pas exactement la date parce que ça faisait un peu longtemps. Donc déjà en 83, 84 à peu près, approximativement, vous aviez été rapproché par M. Guenguen pour créer cette association? Bien sûr, monsieur. En 83, 84? Je crois bien. Moi, En je ne sais pas, je dis, je ne peux pas préciser la date parce que je ne l'ai pas en tête. 85, ça vous va? Je ne peux pas répondre. D'accord, très bien, merci. Et donc vous avez été arrêté en 88, c'est ça? En 89, le 15 janvier Début, 1989. c'est ça, donc début 89, et vous avez été relâché ensuite? Ensuite, oui. D'accord, bon. Et vous avez attendu 2010. Dites-moi, pour la création de votre association, Monsieur Othman Moussa, oui, Maître Mounir. est-ce que vous avez eu recours au service, au sens positif, au sens noble, c'est-à-dire avoir recours au service de certains organismes, de certains spécialistes, tels que avocats, juristes, autres associations, pour créer la vôtre? Non. Moi, je crois que je vous ai dit, si vous avez la composante de la partie civile, la composition de la partie civile, c'est le RAD qui est constitué partie civile. C'est le RAD, le réseau des ADH du Tchad, qui est constitué partie civile. C'est-à-dire votre association? Pardon? C'est-à-dire votre association? Moi, mon association, c'est une cellule affiliée au réseau des ADH. D'accord, au réseau. Non, mais ma question est précise. C'est pour la création de votre association à vous. Est-ce que vous avez eu recours au service d'autres personnes physiques ou morales, telles que des associations, des juristes, des avocats, pour créer votre association à vous, qui est affiliée, qui est une cellule du RAD? Non, on a consulté des avocats et tout ça, et c'est comme ça qu'on a créé l'association. D'accord. On peut savoir quel avocat vous avez consulté? Maître Laminal, là, est là à côté. Maître Laminal. Oui. C'est le seul avocat que vous avez consulté? Bon, il y en a d'autres. D'accord. Et vous avez consulté d'autres associations? Non, les associations, nous avons les mêmes objectifs. On se concerte de temps en temps. D'accord. Cette création en 2010 de votre association, elle ne vous paraît pas un peu improvisée? Non, pas du tout. Alors que ça faisait 22 ans que... Maître Mounir, laissez-moi répondre. À partir du moment que je suis une victime, j'ai tout le temps de le faire. D'accord. C'est-à-dire que vous avez tout le temps de le faire? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Bon, ça veut dire que vous avez dit en 2010, j'étais dans les normes. Vous étiez? J'étais dans les normes, je suis une victime. En 2010, il n'y avait aucune plainte en ce moment. J'ai fait. Donc, vous avez consulté les avocats, vous avez consulté d'autres associations? En quels termes? Soyez précis quand vous posez une question. Contacter, c'est-à-dire demander leur avis, des associations similaires à celles que vous vouliez créer, donc des associations qui défendent en quelque sorte, dont les objectifs principaux sont la défense des droits de l'homme, par exemple. Bon, quand on crée une association, effectivement, il y a des moments où les associations se concertent. C'est ça? Oui. Vous pouvez nous indiquer peut-être quelques associations que vous avez sollicitées ou en tout cas auprès desquelles vous vous êtes rapproché pour demander... Il n'y a que 3 associations qui sont là au Tchad. Oui. L'AVCRHH, il y a l'AVCRP, et chaque fois s'il y a des réunions, etc., ils nous invitent. D'accord. Vous n'avez pas consulté d'autres associations internationales? Non, 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 pas du tout. Hein? Pas du tout. Pas du tout? Oui. Vous connaissez M. Reed Brody? Reed Brody, je l'ai vu. Je l'ai connu en N'Djamena.
Vous l'avez connu en N'Djamena. Il a fait plusieurs ateliers. En quelle année vous l'avez connu? Bon, c'est en 2015, je crois, ou 2014 qu'il était venu une fois, on a fait une réunion. Il a fait une réunion au CEFOD, j'ai assisté. Vous avez fait donc sa connaissance en 2014 ou 2015? Faire sa connaissance, c'est trop dire, mais j'ai assisté à l'atelier qu'il avait fait et j'ai suivi. C'était la seule fois? La première fois? Ça a fait 2-3 fois même, dernièrement, avant de venir également, on avait eu des réunions. Vous aviez, pardon? Il avait organisé des réunions, des ateliers, des réunions au niveau du CEFOD. C'est-à-dire, elles consistaient en quoi ces réunions? Vous parliez de quoi? Il informe les victimes sur la conduite à tenir, ce qui devrait arriver, voilà, c'est ça. Donc, si je comprends bien, il orientait un peu vos choix. Parce que, Monsieur le Président, moi je ne suis pas un juriste. Mais il y a Maître Laminal qui est juriste, qui est avocat. Il est juriste, mais vous n'avez pas posé la question à Maître Laminal, vous avez posé la question à Monsieur Ousmane Moussa. Et Ousmane Moussa n'est pas un juriste, donc je suis et j'apprends. D'accord. Donc il y avait c'est ça. Donc M. Roud-Brody venait vous inviter et voilà, et vous indiquer un peu les directions à suivre, les stratégies à adopter, etc. C'est bien de ça que vous parlez, non? Non, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors dites-nous. Non. Dites-nous ce que vous avez à nous dire. C'est que les chambres africaines ont fait, ils nous expliquent. Et il y a d'autres choses qu'il explique, ce n'est pas à moi seul, il explique à toutes les associations. Et j'ai assisté. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a souvent des concertations avec Red Brody, mais à chaque fois qu'il manifeste un intérêt au niveau du Tchad, il invitait toutes les associations à venir écouter. Donc, je l'ai fait. Donc, si j'ai bien compris, après 22 ans que vous ayez vécu ces déboires, avec les autorités tchadiennes de l'époque, 22 ans après, vous décidez en 2010 donc de créer cette association-là. Ça ne m'étonne pas votre question, Monsieur le Président. Je le confirme et j'assume cette responsabilité de créer cette association. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez également eu des contacts avec d'autres associations que Human Rights Watch? Non, à part Red Brody. Amnesty International, par exemple? Non. Non, pas du tout? Pas du tout. D'accord. Mais avec Red Brody, oui, 2 ou 3 fois? 2 ou 3 fois. D'accord. Je vais venir peut-être sur un épisode un peu douloureux pour vous. La mort, c'est jamais quelque chose d'agréable dont on peut parler. Vous aviez dit que vous aviez perdu votre grand frère. C'est ça? Pardon? Oui, j'ai perdu mon grand frère. Il a été victime? Il a été victime. Des exécutions sommaires, etc., de tout ce dont on parle? Bien sûr, il a été victime. C'est un employé de CECADEF, le Secours catholique pour le développement. Ils étaient arrêtés à 2 avec Abdoulaye Soudou. Où ça? Ils ont été arrêtés? En N'Djamena. Au mois de mai. Ils l'ont arrêté? Ils l'ont arrêté, il n'a plus réapparu. C'était en quelle année? Mais je ne peux pas vous répéter à chaque fois. Je vous ai dit au mois de mai en 1987. En 1900? 87. 87. Oui. D'accord. Est-ce qu'il faisait de la politique, votre frère? Je suis au regret. C'est un pauvre employé, c'est un net comptable. Je crois que faire la politique, c'était son dernier souci. Vous conviendrez avec moi qu'on peut être comptable et faire de la politique, non? Pas du tout. Pas du tout, c'est pas compatible. Bon, ça dépend de la personne. Non, mais vous ne me dites pas du tout, vous êtes catégorique. Donc, selon vous, c'est incompatible. On ne peut pas être comptable dans une entreprise, dans une société ou n'importe où et faire de la politique. C'est incompatible. Maître, je crois qu'il vous a répondu sur la question. Il vous a dit oui, mais c'est possible, mais son frère ne faisait pas de la politique. Et c'est là qu'il a dit pas du tout. D'accord.
n'y a pas de problème. Vous avez parlé beaucoup de la manifestation de la vérité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes tous, je dis bien tous ici. Votre vérité à vous, c'est laquelle? Ma vérité à moi? Oui. C'est que j'ai fait ma déposition et je vous ai expliqué ce que j'ai fait comme genre de déposition. C'est ça ma vérité. C'est votre vérité à vous? Ah, bien sûr. D'accord. D'accord. Je vais terminer par une dernière question. Avec plaisir. Alors, je vais essayer de la formuler afin que vous l'appréhendiez convenablement, simplement, que vous la compreniez. Selon vous, Monsieur Othman, selon vous, en âme et conscience, pensez-vous que les déboires, j'appelle ça des déboires, hein, que vous avez eus en début janvier 89, fin 88, début janvier 89, soit dû exclusivement au fait que vous apparteniez à l'ethnie Adjaraï, ou est-ce pour des circonstances, pour un concours d'autres circonstances, telles que le facteur miskin, tels que le facteur Abbas, tels que le facteur rébellion, qui font que vous avez été, si je puis dire, en quelque sorte, inquiété. Je ne sais pas si vous avez... J'ai très bien compris votre question. Est-ce que c'est simplement parce que vous étiez à Adjaraï ou est-ce un concours de circonstances qui ont fait que vous avez été inquiété? J'ai très bien compris votre question. Pour ma part, c'est mon appartenance ethnologique. Je n'ai jamais fait de la politique. Simplement parce que je suis à Adjaraï et qu'il y a des gens qui sont sortis pour des raisons inavouées. Je ne peux pas les confirmer, je ne peux pas adhérer, j'ai entendu comme tous les autres. Mais moi, c'est mon appartenance ethnologique que j'ai été arrêté. Je ne connais pas autre raison susceptible qui puisse dire que j'ai fait quelque chose à M. Sénapré. Non. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que vous nous avez expliqué que lorsque vous avez été interrogé par M. Saker, alias Bidon, il vous a parlé de M. Miskin, vous lui avez dit que c'était votre oncle, pour les raisons que vous nous avez exposées. Vous nous avez parlé également de la situation qui prévalait, le Maldoum Abbas, etc., la rébellion. Donc est-ce que c'est tout ça qui a fait? Parce que sinon, il ne vous aurait pas interrogé sur tout ça. Il vous aurait dit, monsieur, vous êtes à Adjaraï? Oui, allez, hop, on vous embarque. Monsieur le Président, moi, si je dis quelque chose, c'est que je le confirme. Je suis un pauvre citoyen. Il y a des choses qui se passent et les personnes les plus visées, c'est ma communauté. Donc, que ce soit des faits extérieurs ou à l'intérieur, j'ai toujours cette inquiétude. Innocemment, mais j'ai cette inquiétude parce qu'on ne sait jamais. Avec cette période, quelqu'un peut vous monter quelque chose, comme c'est l'agent qui m'a fait. On peut inventer toutes choses pour pouvoir vous prendre. Donc voilà ma réponse en ce qui vous concerne votre question. D'accord. Quand vous dites « je suis un pauvre citoyen », il n'y a pas des citoyens... Vous pauvres comment? Sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan... pauvres comment? Démunis? Maître Mounir, Monsieur le Président. Il n'y a pas de citoyens tchadiens plus pauvres que vous matériellement, je veux dire? Monsieur le Président, je crois qu'il ne faut pas qu'on tourne aux pauvres. Quand je dis pauvre, ce n'est pas la pauvreté matérielle. D'accord. C'est en tant qu'individu, je m'estime que je suis une pauvre personne. Je n'ai rien fait comme politique, je n'ai rien fait. Je ne peux pas, je peux m'estimer comme pauvre.
D'accord. Et c'est pour cela qu'on vous a relâché, probablement, non? C'est ce Ça, que je M. sais pas. Saker Bidon vous a dit. Ça, je ne sais pas. Dans toute règle, il y a une exception. Peut-être c'est l'exception qui a apparu. Donc vous estimez que vous êtes une exception, quoi. Ah, je dis c'est une règle, et dans toute règle, il y a une exception. Et c'est fort possible qu'il y a d'autres facteurs qui ont influé sur lui et qu'il m'a relâché. Oui, parce que moi j'ai suivi votre déposition tout à l'heure avec beaucoup d'attention et j'ai cru comprendre que d'ailleurs si vous avez eu ces déboires par la suite, c'est à la limite parce que vous avez été conseillé par un ami qui était là lorsque vous étiez sur le point de déchirer cette fameuse lettre anonyme. Vous aviez dit presque anonyme, mais moi je dirais anonyme, même si vous doutez de la personne qui vous l'aurait envoyé. Et c'est vous finalement qui avez décidé, sur conseil et sur avis de cet ami-là, de vous rendre auprès de l'autorité préfectorale, auprès du préfet, pour lui dire, voilà, j'ai reçu ça et je ne comprends pas. Alors, vous voyez, ça me fait penser avec Maldoum Abbas, avec Feu, M. Miskin, que c'est peut-être tout ce concours de circonstances qui ont fait que vous avez connu ces déboires, et non pas simplement le fait que vous soyez à Djaraï. Maître, c'est une réponse que vous lui soufflez? Non. C'est une question? C'est une question. Quelle est la question? La question, c'est la même, je la réitère, Monsieur le Président. Non. Est-ce qu'il ne pense pas que c'est un concours de circonstances qui a fait que... Oui, mais à cela, il vous a déjà donné une réponse. D'accord. Maintenant, vous lui soufflez une autre réponse. D'accord. Oh, donc c'est parce qu'il est à Djaraï. C'est vous qui le dites. Hein? Monsieur le Président, ce n'est pas moi qui le dis, Monsieur Oudman, c'est vous qui dites j'ai été arrêté, non, inquiété. Vous insistez sur le mot. Oui. Vous insistez sur le mot. Et je le confirme, je suis à Djaraï, mais en ce moment précis, c'est vous qui dites ça. Ça vous dérange quand je parle de Djaraï en tant qu'ethnie? Je ne peux pas nier mon ethnie. Je suis à Djaraï, bel et bien. Avant que je ne vienne ici, c'est vous qui m'avez dit que vous étiez à Djaraï, hein? Je vous le signale, et vos conseils. Hein? J'ai parlé de Djaraï, moi je n'ai pas dit que je suis à Djaraï. D'accord. Est-ce que tous les Hadjaraï ont été arrêtés systématiquement? Il y a combien de Hadjaraï? À l'époque, il y avait combien de Hadjaraï? Vous avez une idée à peu près? Ils représentaient quel pourcentage dans la population, les Hadjaraï, à l'époque? En 1988, 87, 88, 89? Maître Mounir, Monsieur le Président, je ne suis pas un historien. Mais tout ce que je sais... Vous n'avez aucune idée? Non, le pourcentage, c'est par rapport à la population tchadienne ou bien c'est par rapport à... À la population tchadienne, à l'époque, qui faisait approximativement 6 millions. Je n'ai pas en tête le nombre des Hadjaraï là. Je n'ai pas en tête. D'accord. Il représentait à peu près 2,6, 2,5% de la population. Merci de l'information. Alors moi, la question qui me vient à l'esprit, est-ce que les autorités de l'époque ont arrêté approximativement à 10 000, 20 000 personnes près, est-ce que les autorités ont arrêté entre 120 000, 110 000, 130 000 à Djaraï? Maître Mounir, Monsieur le Président, il ne faut pas faire l'extrapolation. On n'a jamais dit ça. Mais tout ce que je sais, lorsque Mohamed Hassan Abakar a fait, il a 1000 victimes. Ça, je le sais. Tout citoyen honnête doit dire ça parce que... Vous savez comment il est arrivé à ce chiffre, puisque vous en parlez? Oui, je le sais. Vous pouvez nous dire? Pourquoi on vous a déjà expliqué, je ne peux pas revenir sur quelque chose qui a été déjà expliqué, à moins si vous voulez... Moi, on ne m'a rien expliqué, hein, vous savez, je suis un peu comme vous, hein, je ne suis pas un érudit, je ne suis pas... Vous avez d'ailleurs l'air plus informé que moi, donc c'est pour ça que je vous demande. Comment il a fait pour aboutir à ce chiffre de 40 000? Pas du tout, Maître Mounir. Monsieur le Président, moi je crois que quand je fais sortir un mot, c'est par rapport aux déclarations de tout un chacun. Donc, M. Hassan Abakar était là, il a relevé 40 000, il avait démontré. Donc, si vous avez lu le document, je ne crois pas, ça ne vaut pas la peine de me le reposer. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Oudman Moussa. Merci, Maître Mounir.
Bonjour, M. Othman Moussa. Bonsoir. Alors, moi, je vous avertis que je couvre une petite grippe depuis hier. Pardon? Je vous avertis juste pour information que je couvre une petite grippe depuis hier et avec l'énergie de vos répliques et réponses, je risque une diarrhée. Donc, je vous prie de tempérer un peu peut-être vos réponses. Merci, maître, voilà. Je n'ai pas fait, je n'ai pas tempéré, j'étais très cool. Voilà, c'était juste pour... Voilà, merci beaucoup pour merci, voilà. Monsieur Othman. Oui, maître. Après toutes les péripéties qui vous ont mené d'Abéché à N'Djamena, dans la cour de la prison des martyrs, oui. Vous avez un jour été libéré par M. Hamad Bidon. Oui, c'est bien cela. En présence donc de votre directeur général, c'est ça? C'est bien cela, je le confirme. Mais vous avez dit dans votre déposition ce matin, oui, qu'après cette décision de libération, vous avez adressé un petit sourire qui a justifié une menace de révocation de la mesure de libération. C'est bien cela, je l'ai bien dit. Alors ma question est la suivante. Je suis prêt à vous répondre. Vous avez été libéré, vous êtes resté pourtant 5 jours à Valsay. Pardon, vous reprenez la phrase, je ne l'ai pas compris. Après une première libération oui. théorique, vous êtes resté dans la cour aérée. Oui. Après une deuxième libération en présence de votre directeur général, vous avez dit, en guise de remerciement, vous avez souri, et ce sourire a failli vous coûter la révocation de la mesure. Alors, je voudrais donc vous demander ici, en ce moment précis, quelle était la part de responsabilité de Monsieur le Président dans la décision de vous maintenir, de vous arrêter et de vous libérer, si pour un petit sourire de remerciement, on vous a demandé de regagner la cellule, objectivement, en âme et conscience? Moi, je crois qu'il ne faut pas faire une amalgame dans les questions. J'ai été très clair. Quand Hamad Bidon m'a appelé, j'étais devant, il m'a posé un certain nombre de questions. Il m'a dit que, écoute, jeune homme, il ne faut plus jamais faire de la politique. Et il faut faire très attention si vous sortez de la prison. Ne dites à personne cela. Donc, quand il disait ça, franchement dit, le sourire n'était pas un sourire en quelque sorte qui manifestait quelque chose. Pour moi, c'est vraiment, je n'arrivais pas à croire que je serais libéré à ce niveau. Donc, la question que vous m'avez posée, la part de responsabilité du chef de l'État, je crois que c'est bien ça la question? Maître, c'est bien ça la question? Je voudrais que vous me précisiez ça. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça? Quelle pouvait être la part de responsabilité dans la décision de maintien ou de libération en ce moment précis, si un sourire, je dis, a failli coûter la révocation de la mesure? Ce que je dis est clair, vous êtes très intelligent, monsieur. Répondez à ma question. Soyez calme, je vais répondre tranquillement à cette question. Sinon, je vais avoir la diarrhée. Ouais. Voilà, bien sûr, puisque vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas l'avoir. Ça, c'est évident. Moi, je dis, lorsque M. Hamad Bidon m'a parlé, j'avais effectivement souri. Et en ce qui concerne la décision dont vous parliez, moi, je ne sais pas à quel niveau, moi, je peux me situer. Peut-être qu'il y a eu des influences. Peut-être qu'il y a eu des interventions à mes propos.
Je ne sais rien, mais voilà ce qu'il m'a dit. D'accord. Oui. Je ne quitte pas la prison des martyrs ce jour-là avec Hamad Bidon, qui vous a donné un conseil, à savoir de ne plus ou de ne pas vous mêler de la politique, parce qu'effectivement, vous n'en faites pas. Je pense sincèrement que vous n'en avez jamais fait. Très sincèrement, ça m'engage. C'est le conseil qu'il vous a donné. C'est bien ça, ce qu'il m'a dit. Et au moment de votre arrestation, vous avez parlé tout à l'heure dans votre déposition de la proximité de votre lieu d'exercice avec le Soudan. Vous avez également parlé de l'opposition armée et les fréquents bruits de bottes dans la zone. Oui, c'est bien cela, je l'ai bien dit. Alors, ma question est dans le prolongement de ce que Maître Mounir Ballar vous avez posé tout à l'heure. Au niveau des arrestations effectuées dans cette zone, vous avez dit que c'était toute ethnie confondue. Il y avait même des Goranes. Oui, j'ai bien dit ça. Alors, s'il y avait également des Goranes et d'autres ethnies, alors, ne pensez-vous pas que le motif de votre arrestation n'était pas lié à une affiliation ethnique, mais à peut-être des sensibilités ou des soupçons de sensibilité politique avec la dissidence? Est-ce que vous ne pensez pas? C'est sous une forme interrogative que je pose la question. Monsieur le Président, je crois qu'il faut qu'il soit assez précis, parce que moi, je n'ai jamais dit, en ce moment précis, lorsque j'ai arrêté, qu'il y avait de Goranes. J'ai dit dans mon association. C'est différent. J'ai bien dit ça. Dans mon association, toutes ethnies confondues sont là. Donc, je n'ai pas dit autre chose dans ma déposition que vous avez à main. J'ai parlé qu'il y avait des Goranes qui étaient arrêtés. Mais dans mon association, il y a des victimes qui se sont manifestées. J'ai entendu ici dans vos dépositions que c'était toutes victimes confondues. Il y a eu des victimes d'arrestation, c'est ce que j'ai entendu ici à la barre. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, on peut continuer sur un autre registre. Merci beaucoup. Je suis disposé. On va retourner à Béché. Le jour de votre arrestation, avant même votre arrestation, lorsqu'on a découvert cette lettre, oui. Il s'agissait d'une cabale contre vous. Pardon? Il s'agissait effectivement d'une cabale contre vous. Et il me semble que dans votre déposition, vous avez dit que vous avez rencontré le préfet. Bien sûr. Celui qui est le chef de la région. Vous avez rencontré également le procureur de la République. Bien sûr. Je le confirme. Alors, ma question, oui. Ce sera à ce niveau. Oui. Qu'est-ce qui a été fait par monsieur le procureur de la République à l'époque pour gérer cette affaire? Parce que s'il y a la preuve d'une infraction à la loi pénale qui est là, la victime est là, le préfet est là, l'auteur est là. Alors, expliquez-moi, moi je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que si le procureur de la République avait à l'époque pris en charge le dossier, l'affaire, votre affaire du moins, aurait connu un sort peut-être plus attendri, comme ça se passe ce matin à la barre d'une juridiction? Vous avez fini la question? C'est fini? Je peux vous répondre? Oui. Donnez-moi votre sentiment. Moi, je ne suis pas tchadien, je n'étais pas à Béché. Mais expliquez-moi, parce que vous m'avez fait parler d'un procureur de la République qui était là au courant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais maître, vous êtes un avocat.
Vous êtes un avocat, on n'a pas besoin d'être tchadien pour défendre un dossier. Vous avez les dossiers en main. Bon, la question que vous avez posée, je vous réponds simplement que c'est le préfet qui a convoqué ces personnes. On était là dans son bureau, je n'étais pas à la barre. Et quand le préfet a vu la personne, il l'a reconnu et puis il a donné l'ordre au chef de l'antenne de la DDS de l'enfermer et puis de trouver un véhicule pour le renvoyer à N'Djamena. Donc, il n'y a aucun procès là-dessus. C'est clair. Hélas, parce que si le procureur avait fait son travail, je pense qu'on n'en serait pas là. Merci pour la confirmation. Non, je ne vous mets pas à mal avec le procureur. Ici, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez, dire ce que vous pensez, même de l'action publique hein, ou de l'abstention d'agir de monsieur le procureur de la République. Hein. Vous pouvez le dire hein, en toute liberté. Je ne suis pas dans ce débat. Voilà, c'est ça. Je ne vous fais pas rentrer dans ce débat. Je reviens un peu aux questions qui vous avaient été posées par Ahmed Bidon. Ces questions étaient, d'après vous, axées essentiellement. Elles étaient essentiellement axées autour de vos relations ou de vos connexions avec M. Idriss Meskine et son courant politique. Et d'autres, bien entendu, responsables politiques à Djeraï. Les questions tournaient autour de ces connexions. N'est-ce pas? Maître, Monsieur le Président, il ne faut pas qu'il fasse une amalgame. On m'a posé une question. Est-ce que vous connaissez le mot Zanat? Je dis, je ne connais pas. Est-ce que vous êtes à Djeraï? Je le suis bien, bel et bien. Même la déclinaison de mon identité prouve que je suis un Adjaraï. Et Meskine, Idriss Meskine, lui, il est mort depuis longtemps. Ce n'est pas en 2013 qu'on va me poser cette question. Je ne connais rien de lui, rien du tout. Et quant à Maldombada, que ce soit Haroun Godi, ils étaient en N'Djamena, je n'ai aucun contact avec eux. En quoi je peux vous répondre? Monsieur, je reviens à ma question. C'est vous qui l'avez dit. Les questions tournaient autour de connexions, d'éventuels ou de soupçons de connexion avec la classe politique, avec des autorités politiques qui incarnaient peut-être une idéologie, mais qui étaient rattachées peut-être à une ethnie. Mais principalement, c'est ce que je vous amenais à préciser ici à la Cour, que les questions ne portaient pas sur une appartenance ethnique, n'est-ce pas, mais sur des connexions politiques, oui ou non. Les questions, parce que je n'étais pas là-bas. Maître, Monsieur le Président, moi je crois qu'il parle de connexions. Quel genre de connexion? Connexion. Simplement soupçonner. Attention, soyez précis. Moi, il faut que je vous pose la question. Vous m'avez posé une question. Laissez-moi le temps également de vous répondre. Vous précisez votre question. Connexion, ça veut dire quoi? Moi, j'attends par connexion les liens parentaux, les liens du domaine politique, les liens d'amitié. C'est ça la connexion. Je ne sais pas si j'ai bien défini ça. Voilà. Le domaine de définition de la connexion, c'est à peu près ça. Voilà. Bon, mais je vous dis, principalement, les questions qui m'ont été posées, ça n'a aucun rapport, je n'ai aucun rapport avec toutes ces questions. C'est des familles que j'ai. Monsieur Maldom, je le connais. Monsieur Idriss Meskine, j'ai bien précisé que c'est un de mes oncles. Et Haroun Godi, je le connais très bien. Voilà. Donc, si c'est des questions de connexion, moi, ça m'étonnerait. Il faut vraiment avoir bien la définition, le domaine de définition de la connexion pour vous les préciser. Mais voilà, merci. Voilà le domaine de la connexion. Voilà les autorités politiques, les hommes politiques de la région que vous avez cités, de votre ethnie. Mais merci. Je n'étais pas en rapport avec eux. Mais, très bien. Ce sont donc des soupçons d'appartenance ou de connexion politique qui ont justifié l'arrestation, mais pas une appartenance ethnique. Monsieur le Président, je n'ai pas commenté, je vous retourne la parole. Moi également, je n'ai pas commenté. Pour éviter la polémique, je vous retourne la parole pour éviter la polémique avec le témoin. Mais je suis satisfait. Vous, la polémique a été déjà instaurée. C'est ça la difficulté. Oui, Monsieur le Président, une dernière question. Je rebondis sur celle de mon... Attendez. Non, parce que, en fait, je voulais dire que
il a effectivement répondu en disant que vous avez défini les connexions. Il peut s'agir d'une connexion politique, connexion ou relation parentale. C'est vrai qu'on lui a posé des questions sur des connexions politiques, mais lui, il a expliqué que la relation qu'il a, ce n'est que des relations parentales, n'a jamais eu de connexion politique. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Voilà. Et on lui a donné le conseil sage de ne plus se mêler de la politique au moment de sa libération. Moi, je voulais faire juste le link. Bon, mais ça... Tout à fait, et c'est ce qui vous a valu votre élargissement. Non, Monsieur le Président, je peux répondre à cette question? Pardon. Maître Mounier, reprenez la parole, et si c'est une question, vous posez une question, mais pas de commentaire ou en tirer des conclusions. Je voulais faire court, excusez-moi, Monsieur le Président. Je voulais simplement faire court. Et voilà, en fait, la question, c'est la suivante. Ne pensez-vous pas, Monsieur Othman Moussa, que suite aux soupçons qui ont été portés à votre encontre par Monsieur Saker, alias Bidon, qui vous a interrogé sur ces fameuses connexions, soit à caractère parental, soit à caractère politique, ne pensez-vous pas que c'est à la suite, quand la DDS s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait rien de tout cela, que c'est cela qui vous a valu votre élargissement, le fait qu'on vous relâche. Parce que vous n'aviez rien de tout ça. Les soupçons n'étaient pas fondés, autrement dit. Ne pensez-vous pas que c'est à cause de ça qu'on vous a relâché? Maître, est-ce qu'il n'était pas plus simple de dire directement, est-ce que vous pouvez justifier le fait qu'on vous ait relâché? Parce que là, vous faites vraiment des commentaires. D'après vous, donc, Monsieur Othman Moussa, pourquoi vous a-t-on relâché? Vous a-t-on libéré par la suite, si vous préférez, ou élargi, ou voilà? Je vous ai déjà expliqué. J'ai dit, moi, ma libération, ça peut être des interférences des amis, ou bien des interventions de certaines personnalités. C'est là, moi, je ne peux pas imaginer que lui, il me libère. Donc, moi, je ne sais pas où se trouve le nœud du problème. Moi, j'ai été libéré. Peut-être qu'il a eu des influences sur lui. D'accord. Vous ne pensez pas c'est parce que les soupçons n'étaient pas fondés? Moi, je ne sais pas comment vous définissez le terme soupçon. Soupçon, c'est par rapport à quoi? Les soupçons, on pensait que vous aviez des connexions avec des connexions à caractère politique ou parental ou avec la rébellion. Dans ma déposition, dans toute la déposition que j'ai faite, les soupçons se trouvent à quel niveau? À part la correspondance que j'ai reçue. Quel genre de soupçons? Dites-moi, définissez bien. Soyez très clair quand vous voulez poser une question. Les soupçons à caractère d'appartenance ou de connexion à une sphère politique, une sphère familiale. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le fait que ces soupçons se sont avérés non fondés, que c'est ce qui vous a valu votre élargissement? C'est votre affirmation. Je vous ai bien dit, il faut expliquer le domaine de définition de ce que c'est la connexion. Je vous ai donné l'explication. On va clore ce débat qui ne nous amène pas à grand-chose. S'il y a d'autres questions, je vous prie de les poser. Je crois qu'on ne sera pas plus avancé que ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. La défense en a terminé. Merci, Monsieur Othman Moussa. Merci beaucoup, Maître Mounir. La partie civile veut intervenir? Parce que la défense et Maître Mounir a quand même repris la parole. C'est juste pour faire suite à sa question. Ce n'est pas la même question. Je veux demander à M. Othman, est-ce que des soupçons de connexion à caractère politique ou familial peuvent justifier une arrestation, une incarcération? Non. Est-ce que des soupçons à caractère politique ou familiaux peuvent justifier l'arrestation, la disparition de personnes? Non. Je vous remercie. Le parquet aussi a la possibilité de prendre la parole. Je suis prêt à vous répondre, maître. Dans le rapport de la Commission nationale, oui, dirigé par Mohamed Hassan Bakar, oui, à qui on a lancé « Sortez vos preuves » dans la salle il y a quelques jours, oui, il est précisé
s'agissant de la répression des Hadjaraï, à la page 88 du rapport, que c'était une véritable hécatombe. Pensez-vous que le mot était de trop ou bien c'est conforme à la réalité? C'est conforme à la réalité. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on ne peut pas identifier. Parce que, vous savez, au moment de cette répression, on a pris simplement les centres de détention qui existent dans les villes. Mais les exécutions sommaires en brousse, etc., on ne peut jamais les quantifier. C'est des gens qui passent comme ça, qui tuent n'importe qui. Ça, nous, on ne peut pas les quantifier. Mais effectivement, c'est une hécatombe. Bien. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas de questions. Merci, Monsieur le Président. Nous allons quand même vous remercier pour être venu et apporter votre éclaircissement sur les faits dont nous sommes saisis. Merci. Et vous êtes au terme donc de votre déposition. Merci. Et la Chambre donc vous dit que vous êtes libre à présent de pouvoir retourner au Tchad. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Bien, je crois que vous avez été informé par mail du procureur, contrairement à ce que l'on avait dit hier, qu'il y a un troisième témoin. Donc, il est à présent 15h43. Nous allons